Salut à tous et bienvenue dans la vidéo numéro 2 de mon défi 30 jours, 30 photos, 30 tutos. Et aujourd'hui, nous allons retoucher cette jolie photo de Bécassine et je vais vous expliquer comment diminuer un petit peu le flou de bouger du photographe. C'est parti! Alors déjà, comme vous pouvez le constater, je ne me filme pas sur cette vidéo tout simplement parce que mon défi 30 jours consiste à faire 30 tutos sur 30 vidéos différentes, donc en 30 jours. Donc si je rajoute la vidéo, ça va me faire énormément de travail en plus pour le montage. Alors peut-être que je le referai sur les vidéos un petit peu plus longues, mais sur ce genre de petites vidéos courtes, je vais essayer de garder quand même une rapidité dans mon processus de montage. Donc ça arrivera très souvent que je ne me filme pas. Rassurez-vous, sur les autres vidéos de la chaîne YouTube, je me filmerai. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment retoucher cette jolie photo de Bécassine que j'ai pris donc dans un marais, et je vais surtout vous montrer comment atténuer ce qu'on appelle le flou de bouger du photographe. En fait, c'est un flou qu'on voit quand la vitesse d'obturation est beaucoup trop lente et que l'appareil n'arrive pas à compenser le mouvement du photographe, donc les tremblements, la respiration, le stress, une mauvaise position. Je vais vous montrer ici, ça se voit pas énormément sur cette photo, il y a juste un tout petit peu j'étais à 1/500e de seconde, donc c'est une vitesse quand même assez rapide, mais avec un 150-600, on voit que ça peut avoir quand même des limites. Par exemple, si on regarde ici, on voit qu'on a un léger flou de bouger sur le bec, un petit peu sur l'œil aussi, qui n'est pas totalement net. On le voit par exemple ici, alors je sais pas si vous le verrez avec la compression YouTube, mais sur ma tige par exemple, j'ai une espèce de décalage, une image fantôme, ce qui correspond tout simplement au flou de bouger. Là, c'était plus du flou de mouvement du sujet parce qu'il y avait pas mal de vent, donc les brindilles étaient ballottées au vent. Mais moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment essayer d'atténuer un petit peu ce flou de bouger sur mon sujet. Et pour ce faire, on va aller tout simplement dans Photoshop. Donc, je vais faire ici un clic droit et je vais modifier dans Adobe Photoshop CC 2017. Donc le logiciel va charger tout simplement ma photo dans Photoshop. Donc là je vais utiliser je vais préférer le profil incorporé à la photo, ce qui me permet de garder les couleurs. Et donc comment on va faire? C'est très simple. Il y a un outil dans Photoshop qui est vraiment assez performant, c'est assez bluffant. Je vous ferai une vidéo à part là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais ici, on va passer assez vite. Je vais tout simplement vous montrer où il se situe. Donc, il faut aller dans Filtre, Renforcement. Et on a ici un outil qui s'appelle Réduire tremblement. Alors, si vous avez une version en anglais, je ne connais pas le nom, mais vous pouvez chercher sur Google la traduction. Donc, on va cliquer ici. Et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne cet outil qui est assez gourmand en ressources. Si vous n'avez pas un ordi très puissant, vous allez peut-être avoir du mal. Mais en fait, vous voyez ici qu'on a une zone de recherche. On va dire à Photoshop sur quelle zone il va falloir analyser le flou de mouvement. En fait, ce filtre est capable par des algorithmes très poussés de savoir en fait comment a bougé votre caméra pendant la prise de vue, tout simplement parce qu'il va réussir à détecter les décalages de pixels, et en analysant toute une zone, il va voir qu'il y a des pixels qui vont être reproduits de la même façon, dans la même direction, et donc il va en conclure que la caméra a bougé dans tel sens. Par exemple, s'il voit que il y a plein de pixels qui ont été décalés de bas vers la droite, et ben il va compenser tout simplement alors je sais pas comment ça fonctionne vraiment cet effet, mais il va compenser et il va comprendre que la caméra donc a dû faire un mouvement de bas vers la droite pendant que vous déclenchiez. Donc pour compenser, il va essayer de redresser la photo du haut vers la gauche. Donc je vais vous montrer ici comment ça fonctionne. Je vais aller zoomer un petit peu pour vous montrer l'effet. Donc je vais zoomer un peu plus, voilà, comme ici par exemple, on est à 200%. Alors je vais enlever l'aperçu. On va se mettre, alors vous avez cette fenêtre qui vous permet de voir à peu près où vous travaillez. Je vais essayer de retrouver mon petit oiseau. Voilà, il est ici. C'était vraiment un oiseau assez atypique. Il a vraiment une attitude assez marrante.
Il est resté très longtemps sur cette petite butte. Donc il s'est laissé tirer le portrait assez facilement, c'était plutôt cool. Donc là je vais vous montrer un petit peu l'avant-après. En cliquant ici sur l'aperçu, donc ça va se passer ici. Vous voyez que là ma photo est légèrement floutée. Il n'y a pas cet aspect très net qu'on peut avoir sur une photo où la vitesse d'obturation était largement suffisante pour fixer le mouvement. On a vraiment un espèce de flou général qui est un peu disgracieux. Alors sur de l'affichage internet en petit, ça passe, on le verra pas forcément. Si on retourne sur Lightroom, vous voyez qu'à cette distance, mon animal est quand même assez net. Mais si vous voulez vraiment être un peu chipoteur et que vous faites vraiment la chasse au flou de mouvement et au flou de bouger, on voit que ici, quand on se met à 130% par exemple, on a cet aspect un peu laiteux, un peu flou. On a comme une aura, en fait, une espèce de voile qui se met sur votre sujet, tout simplement parce que la vitesse d'obturation était beaucoup trop lente, ce qui fait que les pixels de l'image se sont dupliqués, ce qui crée un peu cette trace. Donc, je vais recliquer ici pour vous montrer l'aperçu. Et on voit donc qu'on a quand même gagné pas mal de netteté. Sur le plumage, on a les plumes, le plumage qui est beaucoup plus détaillé, l'œil est beaucoup plus net, le bec, on a aussi un peu mieux, un peu plus de tracé. Même si ça se voit moins sur le bec, parce que le bec c'était celui qui avait, je pense, bougé le plus. Il était très flou à la base, mais on voit quand même qu'on gagne énormément de netteté, ce qui est assez dingue, parce que c'est un outil qui est apparu sur Photoshop il y a maintenant quelques versions, mais ça a vraiment fait beaucoup de bruit quand c'est sorti, parce que c'est quand même assez incroyable que le logiciel arrive à reproduire le sens inverse de la caméra, juste en se basant sur les pixels, et ça permet vraiment parfois de rattraper des erreurs de prise de vue. Alors bien sûr, c'est pas un outil magique. Si vous avez complètement bougé votre caméra pendant votre appareil photo pendant la prise de vue, ou que la vitesse d'obturation était vraiment trop lente, ça rattrapera jamais une erreur de prise de vue. Mais dans certains cas, ça peut aider. Alors, faut faire très attention parce que, comme tous les filtres et les outils de retouche, il faut pas partir dans l'extrême. Je vais vous montrer par exemple si on pousse ce qu'on appelle la vectorisation assez loin, on va avoir des choses très très moches. Vous voyez ici, on a énormément de bruit qui s'est rajouté sur la photo. On a ici des traces un peu fantomatiques qui sont ajoutées. Et là, vous voyez, il m'a rajouté. Il a compensé le flou de bouger, et après il a essayé de lisser tout ça, et là du coup on perd vraiment tout l'intérêt de l'effet, parce que on est encore plus flou qu'avant. Donc c'est très important de pas trop pousser l'effet. J'ai pas vraiment de valeur maximum à vous conseiller. Ça dépend vraiment de la photo, ça va du cas par cas. Il y a des photos où on pourra aller un peu plus loin que sur d'autres, donc n'hésitez pas à vraiment tester. Ici on est à 20, on voit que c'est encore un petit peu flou, donc je vais peut-être le pousser à 30. Allez-y vraiment à tâtons, testez les choses, et puis voyez comment ça réagit. Ici, je vais voir à 20 ce que ça donne. Donc là, il a compensé le mouvement, et là, il m'a rajouté mon flou. Et donc, on voit que ça ne fonctionne pas trop. Donc, je vais peut-être retourner. Voilà, on était parti à 35. Je trouvais qu'à 35, ça marchait plutôt bien. Si on regarde l'avant-après. On voit quand même qu'on gagne un petit peu. Alors c'est pas énorme. On n'a pas, comme je vous dis, on peut pas gagner énormément de choses, mais ça permet de grignoter quelques trucs. On voit notamment ici sur le plumage, c'est quand même assez flagrant. On gagne pas mal de netteté. Alors par contre, on perd un peu de qualité d'image. Vous voyez par exemple ici dans mon fond, ça va avoir tendance à rajouter pas mal de bruit et un peu d'aberration. Donc comment pallier à ceci? Eh bien tout simplement, je vais faire annuler ici, et je vais tout simplement dupliquer mon calque. J'aurais dû le faire avant, j'y ai pas pensé. Donc j'ai dupliqué mon calque avec les touches CTRL plus J. Et donc je vais aller ici dans filtre, renforcement, réduire tremblement.
Et donc je vais réappliquer mon effet. Donc je vais sélectionner bien ici la zone que je veux analyser, parce que c'est vraiment cette zone-là que je veux où je veux réduire le tremblement. Donc là, mon logiciel va analyser la photo et refaire mon calcul. Donc ça peut vraiment prendre du temps, hein. Cet outil est vraiment gourmand en ressources, donc ça peut prendre énormément de temps. Donc là, il a terminé. On va voir un peu plus dans le détail ce que ça donne. Bon, l'effet me plaît bien. Je trouve que ça fonctionne bien, donc je vais tout simplement appuyer sur OK pour que Photoshop applique vraiment définitivement l'effet sur ma photo. Donc c'est très important. Je l'avais pas fait au début, mais c'est très important de dupliquer votre photo pour pouvoir s'il y a une erreur, pouvoir revenir en arrière facilement. Vous voyez ici, j'ai ma photo donc avec l'effet et ici ma photo sans l'effet. Donc on voit qu'on a quand même gagné un petit peu de netteté, ce qui est vraiment pas mal du tout. Par contre, oui, comme je vous le disais, on a aussi gagné on a perdu de la netteté du détail dans le fond, où ça a rajouté pas mal alors c'est pas vraiment du bruit comme on pourrait le voir sur du bruit numérique sur les photos, sur le bruit numérique de l'appareil photo, mais on a quand même une perte de détail. Donc, eh bien, pour compenser tout ça, eh bien, je vais tout simplement, garder juste l'oiseau un peu plus net et je vais supprimer tout ce qu'il y a autour pour en fait faire apparaître la photo d'en dessous. Et pour ce faire, je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo sur comment gagner de la profondeur de champ dans Photoshop. Je vais vous remontrer ça tout de suite. On va utiliser ce qu'on appelle les masques. Les masques de fusion. Donc c'est cette icône ici. Et en fait, si vous cliquez ici, vous voyez que vous avez un petit encadré blanc qui va se mettre à côté de votre photo. Et à partir de ce moment-là, c'est très simple. Tout ce que vous allez dessiner en noir sur cette photo va faire disparaître en fait les parties peintes. Et tout ce qui sera en blanc va faire apparaître les parties peintes. Et logiquement, toutes les nuances de gris vont permettre de jouer sur l'opacité de l'effet. Alors je vais vous montrer ça. Ici, on va tout simplement remplir notre masque de fusion en noir pour tout cacher. Donc vous l'avez peut-être pas vu, je vais vous le remontrer, mais ça m'a tout simplement complètement caché ma photo parce que ici tout mon masque de fusion est en noir. Et donc si je viens utiliser ici ma couleur blanche avec l'outil pinceau, donc je vais garder une taille assez importante, je vais diminuer la dureté. La dureté, c'est tout simplement si l'effet est diffus au niveau des bords du pinceau, donc on le voit ici, c'est représenté par ce petit cercle blanc. En fait, on le voit mieux ici. Ici, par exemple, vous voyez, on a une dureté qui est assez élevée, et ici, on a une dureté qui est assez basse, ce qui permet d'avoir des arrondis flous. Donc ici, je vais garder une dureté d'à peu près 20%, et je vais tout simplement, venir peindre en blanc la partie qui correspond à mon oiseau, tout simplement. On voit ici qu'on va prendre le bec, hop, comme ceci. On va peut-être aller chercher un petit peu les pattes. Voilà. Et on voit ici, alors vous le verrez peut-être pas parce que c'est vraiment en petit. Je sais pas si on peut pas. Voilà, ici ça m'a sélectionné ma zone. En fait, tout ça c'est ma zone que j'ai peinte. Donc on voit ici qu'il manque un petit bout. Donc je vais désélectionner et je vais remettre un coup de pinceau. Alors il me semblait qu'il y avait une option pour... voilà, vous appuyez sur la touche Alt et vous allez faire un clic sur votre masque de fusion, ce qui vous permet de voir ce que vous êtes en train de faire. Et donc là on voit donc l'effet de dureté. Vous voyez ici que les flous les bords sont vraiment floutés, ce qui permet de gérer la transition de l'effet et que ça soit beaucoup plus naturel. Donc ici on voit qu'on a oublié une toute petite partie. Donc je vais la rajouter tout simplement. Et puis ça permet de vraiment voir ce qu'on fait. C'est vraiment très pratique. Alors pour désactiver ça, on va tout simplement appuyer sur la touche Alt et cliquer sur notre photo. Et on voit donc qu'on a bien conservé juste notre oiseau qui a donc été retouché, qui ressort maintenant beaucoup plus net. Et on garde maintenant tout le décor qui n'avait pas forcément besoin d'être net et du coup on l'assombrit. Je vais vous montrer, je vais ici cacher la photo d'en dessous pour vous montrer donc la sélection qu'on a faite. On la voit ici. On peut également aller retoucher un petit peu. J'aimerais bien fondre peut-être un peu plus
ici l'effet. Voilà, on va essayer d'avoir quelque chose quand même d'assez large pour que l'effet soit présent sur tout l'oiseau et qu'il se fonde bien dans le décor. Comme ceci. Ça sera beaucoup plus naturel, je pense. Donc voilà, on voit qu'on a bien notre sélection qui est faite. Et bien, je vais tout simplement faire réafficher ma photo. Et puis, la réduction de tremblement a bien marché. C'est quand même assez flagrant. On gagne beaucoup de détails, notamment sur le plumage. Alors, c'est pas forcément parfait. Encore une fois, il vaut mieux faire très attention à la prise de vue. Moi, j'étais ici à 150 ISO, donc je pouvais largement monter pour gagner en vitesse. Il aurait mieux fallu que je fasse attention à la prise de vue plutôt qu'utiliser cet outil. C'est un outil que j'utilise assez rarement et seulement sur des micros erreurs comme ceci. Là, c'était pas non plus énormément flagrant le flou de bouger. Donc ça m'a permis de le rattraper. Alors maintenant qu'on a ça, on va faire tout simplement CTRL S pour enregistrer notre photo. Et puis on va aller dans Lightroom pour faire un petit peu de retouche colorimétrique pour finir le tuto. Donc nous revoilà sur Lightroom et comme vous pouvez le constater, en fait, en appuyant sur la touche CTRL S pour enregistrer dans Photoshop, eh bien ça m'a créé une nouvelle. Ici on avait donc la photo de base et en fait ça nous a créé une nouvelle photo dans Photoshop. C'est ça qui est très pratique entre les logiciels d'Adobe, c'est qu'il y a vraiment un pont entre les différents logiciels, ce qui permet de travailler en parallèle. Si vous faites une modification dans Photoshop et que vous enregistrez, ça va se répercuter sur Lightroom et inversement. Donc ici, ça m'a donc créé une nouvelle photo, ce qui me permet de garder donc la version de base au cas où si je fais des erreurs pour pouvoir rattraper. Et donc ça m'a créé une nouvelle photo ici que maintenant, eh bien, on va tout simplement retravailler. Donc je vais partir sur de la retouche classique. Donc je vais supprimer l'aberration chromatique, je vais activer le profil de correction. Alors là, il l'a pas reconnu forcément. Donc moi j'étais sur un Sigma. Alors il va pas me détecter, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que on a créé, on est passé par Photoshop, donc il a peut-être perdu les exifs. Je vais essayer auto marque Sigma. Non, il a pas l'air de vouloir retrouver mon objectif. J'étais sur un 150-600 de chez Sigma, donc c'est pas grave, on va l'enlever. De toute façon, ça c'est un effet que je trouve c'est très utile, hein, mais je trouve pas que ça soit non plus indispensable de l'utiliser. Donc ici, on va pas l'utiliser parce qu'il a pas retrouvé mon objectif. Alors si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à commenter. Je suis curieux de savoir pourquoi. Je vais diminuer légèrement le bruit. Alors c'est un peu bête parce qu'on a voulu rajouter de la netteté et ici on réduit le bruit, mais bon, par souci de sécurité, je mets toujours un petit peu de réduction de bruit. Et puis maintenant on va tout simplement aller dans la retouche photo. Donc on va cliquer ici sur auto pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on voit qu'on a un rendu beaucoup trop jaune. Donc je vais tout simplement baisser la température comme ceci. Voilà, je vais baisser les hautes lumières parce que c'est quand même assez éclairé, surtout dans le fond. Je vais réaugmenter mes ombres comme ceci. Et je vais diminuer la vibrance parce que je trouve que le vert est quand même assez fluo, assez pétant. Je vais peut-être pas... Donc je vais juste la diminuer un tout petit peu et je vais aller ici dans l'onglet TSL et je vais aller directement dans saturation et je vais sélectionner mon vert et je vais tout simplement baisser la saturation de mon vert. Ce qui me permet vraiment comme son nom l'indique, de baisser uniquement la saturation du vert qui est dans l'image. Donc voilà, on va partir là-dessus. Je vais augmenter un peu les blancs. J'aime pas cette zone très noire ici. Je trouve qu'elle attire un peu trop l'œil, donc je vais tout simplement faire un recadrage, ce qui va me permettre de recentrer la vue sur mon oiseau, comme ceci. Alors peut-être pas autant, j'aime bien avoir un petit peu de champ libre, comme ceci. On va essayer de voir si on peut pas l'atténuer un petit peu avec un petit filtre dégradé,
que je vais placer comme ceci. Voilà, on voit que ça diminue un tout petit peu. Alors peut-être pas autant parce qu'on a gagné pas mal de bruit. Je vais mettre comme ceci et peut-être tout simplement réaugmenter les ombres. Voilà, réaugmenter les noirs. Et baisser la netteté pour flouter un peu parce qu'on avait vu qu'on a pas mal de bruit qui est apparu. Donc je fais un avant-après pour voir un petit peu. Ajouter le fil de dégradé, pardon, ici. Voilà, on voit quand même, ça a bien atténué notre zone sombre en haut à gauche qui a attiré l'œil. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, maintenant, on va aller un petit peu dans le détail. Donc on va retoucher localement notre oiseau. Donc je vais utiliser un filtre radial ici, que je vais venir placer sur mon oiseau. Je vais donc inverser le masque et augmenter le contour progressif. Je vais remettre l'exposition à 0. Et je pense que je vais rajouter légèrement de la clarté encore pour créer du micro-contraste et donner un aspect un peu plus net. Alors peut-être pas non plus trop parce que la réduction de bruit, la réduction de tremblement sur Photoshop avait rajouté pas mal de détails. Là on voit par exemple sur l'œil on est quand même à la limite de l'acceptable. Avoir la photo comme ça, peut-être que je réduirais encore mon effet sur Photoshop parce que au niveau surtout au niveau du bec, on voit qu'il y a quand même des artefacts qui se sont créés. Donc peut-être que pour la version définitive, je retoucherai ça et je ferai un effet un peu moins prononcé. Bon là, on va rester là-dessus et je vais tout simplement augmenter mes ombres et augmenter mes blancs et rajouter un petit peu de contraste. Alors les ombres, on est peut-être allé un peu trop loin. Voilà, on va partir sur du 50 et je pense que c'est plutôt bien. J'aime bien l'ambiance lumineuse. Alors j'aime bien le vert ici, le bokeh qui tourne bien. Je vais essayer de voir si on peut pas rajouter un peu de teinte bleutée dans les ombres. Et pour ce faire, j'utilise donc le virage partiel et ici dans l'outil ombre, je vais aller sélectionner mon bleu qui est ici et on voit ça donne en fait, le virage partiel, ça donne une teinte. Vous sélectionnez la teinte que vous voulez pour les ombres et la teinte que vous sélectionnez pour la haute lumière. Si par exemple, je vais mettre ici un rouge, en fait, tout ce qui est haute lumière va être teinté avec la couleur que vous avez utilisée et vous pouvez tout simplement gérer la saturation de l'effet. Ici, on voit que si je le mets à 100%, c'est trop flashy. Et si on baisse légèrement, eh bien, on voit que dans toutes ces parties très éclairées, ça prend une teinte qui correspond à la couleur que vous avez sélectionnée. Alors ici, je vais pas utiliser pour les hautes lumières, je vais tout simplement utiliser pour les ombres. Je vais vous montrer un petit peu en boostant l'effet ce que ça donne. Vous voyez ici donc notre noir est devenu bien bleu. Donc là, je vais rester sur une valeur de 50% à peu près. Et pour compenser l'aspect bleuté, parce que ça c'est quand même assez prononcé, eh bien je vais tout simplement réchauffer la balance des blancs. Je vais par exemple aller ici et je vois que je peux peut-être booster encore un petit peu mon virage partiel dans les ombres. Ce qui me donne une teinte un peu bleutée, ça donne un cachet à la photo. Et à partir d'ici, on voit que on manque peut-être un petit peu d'exposition. Je vais rebooster encore légèrement l'exposition. Et je trouve que ça marche plutôt bien. On manque peut-être un peu de noir. On voit ici l'histogramme. Je vous ferai un épisode spécialement sur l'histogramme parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais très rapidement ici, ça correspond en fait au noir et ici au blanc. Et plus la courbe est élevée, plus il y a de la quantité en fait. On voit ici que dans les hautes lumières, on a énormément, c'est parce qu'on a une photo qui est très éclairée. Mais ici, par exemple, dans les noirs, on n'a pas grand-chose. Alors des fois, on peut tout simplement cliquer sur la courbe et venir la glisser un petit peu. Donc là, je la glisse vers la gauche pour en fait décaler légèrement la courbe vers la gauche pour récupérer un peu de basse lumière et d'ombre. Et donc, on voit, si on regarde un peu l'avant-après, on voit que ça nous a quand même un petit peu changé. Alors c'est par rapport à ici, on voit que ça nous a rajouté un petit peu de contraste, notamment dans les ombres. Ça nous a permis de renforcer les ombres. Donc je pense que la photo est terminée comme ça. Je vais en rester là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous aurez appris à réduire le tremblement. Encore une fois, c'est beaucoup plus préférable de faire très attention à la prise de vue. Encore une fois, ici, j'étais à 125 ISO, donc j'étais vraiment large pour
pour encore diminuer la vitesse d'obturation. Alors si vous ne savez pas comment jouer sur la vitesse d'obturation, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. J'ai fait un article qui est consacré uniquement à la vitesse d'obturation, qui fait partie donc du triangle d'exposition. Tout est expliqué sur le site Pause Nature, donc je vous invite à cliquer dans la description qui est en dessous. Et en attendant, eh bien, je vous invite à partager la vidéo si vous l'avez aimée et surtout à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié ce que vous avez appris. Et puis, je vous dis à demain pour l'épisode numéro 3 du défi 30 jours, 30 photos, 30 tutos. Salut tout le monde!